Saviez-vous que l'homme est l'un des très rares mammifères à ne pas synthétiser, à ne pas fabriquer de la vitamine C? Nous devons donc obligatoirement la trouver dans notre alimentation. Mais combien en a-t-on réellement besoin? Peut-on en trouver assez dans l'alimentation actuelle? Nous allons voir tout ça ensemble. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'il faut savoir dans les grandes lignes sur la vitamine C. Où trouver de la vitamine C? Et est-ce qu'actuellement les aliments sont encore assez riches en vitamine C? Et du coup, doit-on ou pas se supplémenter à côté? Quels sont les risques de la carence en vitamine C? Et nous terminerons par parler de la cure de vitamine C qui préviendrait énormément de maladies. La première chose à savoir, c'est que notre corps ne sait pas synthétiser, fabriquer la vitamine C et qu'elle doit par conséquent être apportée par notre alimentation. Elle est fabriquée par les végétaux et la plupart des mammifères, mais pas par l'homme ou encore par les singes qui eux ne fabriquent pas de vitamine C. D'autres mammifères comme certaines races de chauves-souris sont dans le même cas. Il y a d'autres petits mammifères aussi qui sont dans le même cas. Alors, pourquoi les humains et ces quelques autres races ne synthétisent pas la vitamine C? Je vous le donne en mille, parce que nous sommes des animaux frugivores. Et nous sommes donc censés trouver cette vitamine C en abondance dans l'alimentation et seulement dans l'alimentation. Ceci est le résultat de mutations génétiques qui sont survenues indépendamment chez ces espèces il y a 40 millions d'années. Car la plupart des mammifères, comme on l'a vu, sont capables de la synthétiser. Les félins, comme les chats, la synthétisent car ils sont carnivores et qu'il n'y a pas de vitamine C dans la viande ou en très petite ou trop petite quantité. La vitamine C, appelée acide ascorbique, est une vitamine essentielle à la vie. Elle a des propriétés antioxydantes importantes et elle intervient dans de nombreux processus physiologiques, notamment dans les défenses immunitaires. Une alimentation diversifiée, riche en fruits et légumes frais, permet de couvrir les apports journaliers indispensables. Nous verrons par la suite dans quels aliments on la trouve en grande quantité. Il faut aussi savoir que la vitamine C est une vitamine hydrosoluble et donc soluble dans l'eau. C'est du coup très difficile, voire même impossible, d'avoir une surdose de vitamine C. Il faudrait vraiment y aller très très fort. Les recommandations officielles en vitamine C sont de 100 mg par jour, ce qui est très peu selon moi, bien trop peu. Donc là, je ne vous dis pas que c'est bien les recommandations officielles, je vous explique simplement ce qui est recommandé. D'ailleurs, un fumeur devra doubler la dose. Pourquoi? Tout simplement parce que le fumeur amplifie le taux de CRP, la protéine C-réactive, qui va profiter aux maladies cardiovasculaires. Et au contraire, la vitamine C va diminuer le taux excessif de CRP. En tant que thérapeute, je pense que nous devrions avoir un minimum de 200 mg de vitamine C tous les jours. C'est vraiment le grand minimum selon moi. Et c'est pas compliqué de la trouver cette vitamine C. Le brocoli cuit, les choux de Bruxelles cuits, les choux de manière générale, les fraises, les litchis, voilà des fruits et des légumes qui contiennent 60 mg de vitamine C pour 100 g. Le kiwi vert est également très riche en vitamine C puisqu'il contient plus de 90 mg pour 100 g. Sachant qu'un kiwi pèse environ 100 g, une fois épluché, vous en mangez 2 durant la journée et vous avez déjà pratiquement les apports en vitamine C que je recommande, soit 200 mg de vitamine C. Il y a évidemment aussi les oranges, le citron qui ont plus de 50 mg de vitamine C au 100 g. Dans le persil, il y a 133 mg de vitamine C au 100 g. C'est une petite bombe de vitamine C, le persil. Et en plus, il est riche en fer. Sachant que la vitamine C favorise l'absorption du fer, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très belle synergie que l'on retrouve dans le persil finalement. Mais le persil est aussi très riche en calcium, 138 mg de calcium au 100 g. Je le pose là comme ça, vous en faites ce que vous voulez de cette info. Bon, vous voyez que c'est pas compliqué de trouver de la vitamine C si vous mangez une grande majorité de fruits et de légumes frais dans la journée. Les carnistes vous diront qu'il y a de la vitamine C dans le foie des animaux et que donc pas de risque de carence en vitamine C en étant carnivore à 100%.
Pire, ils osent affirmer que du coup, l'homme est carnivore. J'en peux plus de ces gens. Alors non, le foie animal n'est pas une bonne source de vitamine C. De 1, parce qu'il n'en contient pas assez. Il faudrait manger 1 kg de foie tous les jours de votre vie pour avoir assez de vitamine C. Et en plus, une fois cuit, la vitamine C contenue dans le foie est détruite. Donc vous devriez manger 1 kg de foie cru par jour. Mais quelle horreur! Bon, je m'arrête là avant d'avoir la nausée. Vous avez certainement déjà entendu que nos aliments contiennent de moins en moins de micronutriments. Oui, effectivement. Mais vous voyez, c'est pas bien compliqué d'obtenir les vitamines nécessaires si on mange suffisamment de végétaux. Le problème vient surtout du fait qu'actuellement, on consomme bien trop de produits animaux en comparaison aux végétaux. Donc forcément, si la part de végétaux est plus faible, la part de vitamines et de minéraux est plus faible également. Alors, faut-il se supplémenter en vitamine C? Je vais vous en parler en fin de vidéo à travers l'histoire d'un biochimiste américain appelé Linus Pauling, qui est lauréat de 2 prix Nobel. En tout cas, ce qu'il faut retenir jusqu'ici, c'est qu'il n'y a que très peu de risques d'hypervitaminose, d'intoxication à la vitamine C. Elle est impossible de toute façon rien qu'en mangeant des aliments qui contiennent de la vitamine C. Il n'y a pas de risque d'intoxication parce qu'elle est hydrosoluble, cette vitamine, et donc elle est facilement éliminée par l'organisme. Vous verrez d'ailleurs, les compléments alimentaires qui sont vendus sans ordonnance, ils sont souvent dosés à 1000 mg. Voyons maintenant les risques en cas de carence ou de déficience en vitamine C. Une carence en vitamine C entraîne notamment le fameux scorbut, qui décimait les marins jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, et qui reste d'ailleurs de nos jours une des causes majeures de malnutrition. Dans la marine, le scorbut a été maîtrisé dès que l'on a ajouté des citrons dans l'alimentation des hommes de mer. Ou encore, lorsque le commandant James Cook a emporté sur son bateau des tonneaux de choucroute. Ça a permis à son équipage de rester en mer durant 3 ans et 17 jours sans souffrir de scorbut. En règle générale, les personnes qui sont carencées en vitamine C ont pour symptômes de la fatigue, de la faiblesse, elles sont dépressives, elles sont irritables, elles tombent souvent malades, elles ont les gencives qui saignent facilement. Bref, il y a quantité de problèmes liés au manque de vitamine C. Mais il y a un souci qui est particulièrement intéressant, c'est que dans le corps humain, la carence en vitamine C peut être compensée. Elle est compensée par l'expression de l'apoprotéine A. Et on a remarqué un lien avec l'augmentation du cholestérol dans ces cas. Car cette protéine a un lien direct avec le cholestérol. Elle sert de liant au cholestérol dans les plaques d'athérome lorsqu'on ne consomme pas suffisamment de vitamine C. Sa concentration plasmique augmente, par exemple, lorsque les processus de dégradation du tissu conjonctif se multiplient, à savoir en cas de vieillissement, de maladies inflammatoires, d'infections virales, d'infections bactériennes, etc. Donc ce sont des cas où nous avons des besoins accrus en vitamine C, puisque l'augmentation de l'apoprotéine A va de pair avec l'augmentation du cholestérol. Voilà! On en vient finalement à notre fameux biochimiste américain, le docteur Linus Pauling, nommé aussi pape de la vitamine C. Il a été 2 fois lauréat du prix Nobel et il a inventé le terme de thérapie orthomoléculaire. C'est une médecine qui vise à soigner les patients grâce au bon apport de substances naturelles, comme les vitamines par exemple, qui sont reconnues par l'organisme. Contrairement à l'utilisation de molécules d'origine chimique qui sont créées par les humains et qu'on appelle communément médicaments. Ces recherches l'avaient convaincu que l'absorption de doses élevées de vitamines, notamment la vitamine C, permettait de préserver la santé et d'éviter les maladies. Il a évidemment testé sur lui-même, puisqu'il consommait quotidiennement 12 grammes de vitamine C, ce qui correspond à 300 de nos oranges actuelles, et il remarque rapidement qu'il n'attrape plus de rhume alors qu'il en souffrait régulièrement auparavant. C'est une thérapie qui est reconnue officiellement aux États-Unis. Vous comprenez mieux, je pense maintenant, pourquoi on peut acheter des compléments alimentaires hautement dosés chez eux. Ici en Suisse,
un médecin du nom de Lothar Burgerstein a pour sa part créé un cabinet médical de médecine orthomoléculaire et ça s'est répandu ensuite un peu partout en Europe. Voilà pour la petite histoire. Alors, je ne vous dis pas de consommer forcément 12 grammes de vitamine C par jour. Faites comme vous voulez après, mais ce n'est pas forcément ce que je vais vous préconiser. C'est juste pour que vous vous rendiez compte que si vous prenez 1 gramme de vitamine C par jour au lieu des 200 mg, c'est pas non plus la fin du monde. Vous ne serez pas au bord de l'intoxication. Mais alors pourquoi les professionnels de la santé ne nous disent pas de consommer plus de vitamine C? Parce que la vitamine C, c'est extrêmement bon marché. L'acide ascorbique est très bon marché. En plus, ce n'est pas une molécule sur laquelle on peut poser un brevet, puisqu'elle est 100% naturelle. Donc, l'industrie des médicaments n'a pas intérêt à ce que les gens se supplémentent en ce sens. Et s'il n'y a plus personne à soigner, qui fera marcher l'industrie des médicaments et de la santé? Mais ça pose aussi un questionnement tout autre, le fait que l'homme est frugivore. Et ça, personne ne veut l'entendre actuellement. Mais bon, ça c'est un autre débat. Bien Félicia à tous!